Bonjour à tous, bienvenue de retour sur la Black Elephant Experience. Je suis Félix Marcard, votre hôte, et aujourd'hui j'accueille une amie chère basée à Beyrouth, Winnie Assomé. Winnie, bonjour. Bonjour. Bienvenue, très heureux de te retrouver. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était lors de plusieurs Black Elephant, de parades Black Elephant qu'on a organisées à Beyrouth. C'était quelques semaines avant. Ouais, c'était quelques semaines avant le 7 octobre. C'était un moment très fort. Nous avons eu l'occasion de parader ensemble avec des gens très différents de la place de Beyrouth, notamment beaucoup de femmes noires venues d'Afrique subsaharienne, comme toi, qui vivent à Beyrouth aujourd'hui. Et je voulais parler avec toi aujourd'hui d'un système qui est très méconnu en Occident, puisqu'en Occident, c'est pas que ça n'existe pas, ça existe, mais ça se fait de manière. D'abord, ça porte pas le même nom, et puis voilà, il y a des formes d'esclavage aujourd'hui un peu partout dans le monde. L'esclavage moderne est une réalité, souvent ignorée, souvent invisibilisée, mais à Beyrouth et dans d'autres parties du monde, ça porte un nom, c'est le système Kafala. Et donc, je voulais avoir l'opportunité de t'entendre raconter ton histoire pour expliquer exactement quelle est la condition des femmes noires aujourd'hui à Beyrouth. Parce que le Liban est une société d'abord très anarchique et puis très classiste. Il y a une sorte de hiérarchie très précise entre les différentes religions, les différentes nationalités, les différents niveaux économiques, bien sûr, puisque si on a de l'argent, on est moins victime de racisme que si on n'en a pas. Mais tout en bas de l'échelle, encore plus quelque part racisé que tous les autres, encore plus victime d'abus de manière quotidienne que même les réfugiés palestiniens ou les réfugiés syriens, etc., il y a les femmes noires de Beyrouth. Ça, c'est une réalité dont personne ne parle, ni au Liban, ni ailleurs. Et donc, je voulais te donner l'opportunité de raconter comment tu es arrivé à Beyrouth et comment se passe le système Kafala. Donc toi, la première fois qu'on te parle de venir travailler au Liban, comment on t'explique, comment on te raconte que ça va être? Bon, déjà, il y a beaucoup de mensonges parce que beaucoup parmi nous sont assez lettrés pour savoir ce qui est bien pour elles et ce qui ne l'est pas. Moi, dans mon cas, on m'a parlé d'un travail avec un contrat en bonne et due forme. J'ai lu mon contrat au Cameroun avant de quitter. Je l'ai lu. Il était en français. Contrairement à certains dont le contrat est en arabe, qui ne savent rien de l'arabe. Le mien, je l'ai lu en français. Les clauses du contrat, le jour de repos, le salaire, mes tâches. J'ai été d'accord avec, ça me convenait. Alors, j'ai signé le contrat et je suis venue. C'était une période de 3 ans. Premier clic, quand j'arrive à l'aéroport, première action, on récupère mon passeport. Déjà, on me dépossède. Donc, en gros, vous êtes attiré au Liban avec certaines des contrats en bonne et due forme en français, mais nombre de femmes sont attirées avec des contrats en arabe dont en fait elles ne comprennent pas la nature exacte. Rien du tout. Vous atterrissez à l'aéroport de Beyrouth. Là, on vous mène dans une pièce complètement séparée des autres gens qui arrivent à Beyrouth. Donc, c'est comme si c'était une pièce spéciale pour les femmes noires, pour les femmes africaines à l'aéroport.
on vous dépossède de votre passeport, on vous confisque votre passeport, et là, vous attendez des heures jusqu'à ce que votre employeur vienne vous chercher, et c'est à cette personne… On peut dire que c'est une cage. C'est une cage. C'est une cage. Pardonne-moi, Winnie, tu peux répéter? Tu m'écoutes? Oui, ça y est. Je dis, c'est une cage. C'est pas une pièce honorable pour des humains, c'est une cage. Et là, c'est ton employeur qui vient te chercher et c'est à lui ou à elle qu'on remet le passeport, n'est-ce pas? Exact. C'est à lui qu'on remet le passeport. Et je tiens à noter que le système kafala n'est reconnu nulle part dans leur loi, mais il s'applique sur le terrain. Donc, quand tu vas lire ton contrat, tu vas trouver ça normal. Il y a le jour de repos. Ce sont des conditions humaines qui sont écrites dans le contrat. Mais arriver sur place, ça n'a rien à voir avec le contrat. Alors, moi, quand j'arrive, je commence à me rendre compte que ce n'est pas ce que j'ai signé, que je suis en train de vivre. Et je décide donc de revendiquer. Déjà le jour de repos, j'avais même pas une pièce à moi décente. Je dormais sous la table à manger au salon. J'avais un petit matelas 0 épaisseur que je mettais tous les soirs au salon, en bas de la salle à manger pour pouvoir dormir. Et le matin, je le pour le mettre sur la machine à laver dans la toilette. Donc, j'avais même pas de pièce à moi. J'avais pas. Là où mes choses étaient gardées, il y avait la machine à laver, c'était un débarras en fait. Donc, déjà, j'ai pas de pièces. Je travaille tous les jours sans jour de repos. Quand je commence à revendiquer que mais ça c'est pas ce que j'ai signé, mon compte dit que je dois avoir un jour de repos. Et à la dame de me dire, ça c'est ce qu'on vous dit pour vous faire venir. Ici, ça ne se passe pas comme ça. Je dis non, c'est pas ce que j'ai signé. Elle me dit, on ne fait pas selon ton contrat, on fait selon mon contrat. Dans mon contrat, ce n'est pas écrit que tu dois avoir un jour de repos. Et moi, je lui dis, madame, dans mon contrat, c'est écrit que je dois avoir un jour de repos. Elle me dit, on ne vit pas selon ton contrat. Ici, ça se passe comme je veux. Alors, vu que je suis de nature rebelle, honnêtement, moi, je suis de nature rebelle. J'ai commencé à me rebeller, à dire que non, ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas me réveiller à 5 heures et je ne peux pas non plus dormir à 1 heure du matin. Je suis un être humain. Et non seulement je n'ai pas de jour de repos, je dois me réveiller à 5 heures, je dors à 1 heure du matin. Vous pensez que je suis une machine? Non, je ne suis pas une machine. Je n'ai pas le droit de sortir. Je n'ai pas droit au téléphone. Je n'ai pas droit d'avoir une vie sociale, pas d'amis, pas de petite amie. Même communiquer avec ma famille, je passe un appel par mois. Un seul appel par mois. Mais on est où là? Je suis venue pour travailler. Je ne suis pas venue pour vendre ma vie à quelqu'un. J'ai mes émotions, j'ai mes sentiments, j'ai mes envies, j'ai mes pulsions. Je suis un être humain. Vous ne pouvez pas me déshumaniser pour me rendre de façon à vous plaire. Ah non, ça ne peut pas marcher. Moi, je suis très rebelle, très un peu. J'ai lutté pour avoir mes droits. Ce qui fait que je n'avais pas de numéro de téléphone. Je n'ai pas de téléphone en fait. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas de droit de sortir. Comment je fais pour m'en sortir? Sur mon contrat, Dieu merci, il y avait le numéro de mon bureau. OK? Alors, je suis descendue dans la rue. J'ai commencé à demander qui parle français parce que je ne comprenais rien en arabe. Qui parle français? Je demandais à tous les passants qui parlent français, qui parle français. J'ai trouvé un monsieur qui m'a dit, je parle français. Je lui dis, OK.
vous pouvez m'appeler ce numéro, je dois leur parler. C'est comme ça que le monsieur prend son téléphone, il contacte le bureau, il me passe le téléphone, je me présente et je dis, je suis dehors parce que j'ai besoin d'aide. Le traitement que je reçois, ce n'est pas celui pour lequel j'ai signé. Alors, au monsieur du bureau de chercher à savoir exactement où je suis, le monsieur l'indique et tout. Il appelle mon patron pour lui dire, ta fille est dehors, qu'est-ce qui se passe à la maison, ainsi de suite. Parce qu'ils ne m'ont jamais amené au bureau, ils ne m'ont jamais amené au consulat camerounais. Donc, le consulat ne savait même pas que je suis là. Pourtant, 2 semaines après être arrivé dans un au consulat, ou si vous avez une ambassade, tu te rends là-bas, tu te signales que tu es là. Ils ne m'ont jamais amené. Alors, c'est de cette manière que moi, je me suis débrouillée. On a appelé mon patron, il est venu, on nous a écoutés, je me suis expliqué ce qui ne va pas. Et au monsieur d'être choqué, bon, bien sûr, c'était de l'hypocrisie parce qu'ils ont compris que moi, je ne suis pas dupe. Je ne suis pas de celles qu'on dupe. Ils ont compris qu'ici, il y a du mindset. Le monsieur qui lui dit, mais non, moi, je ne vous ai pas vendu une esclave. Vous avez dit que vous voulez une ménagère. Vous avez votre femme pour faire la cuisine. Elle n'est pas là pour faire la cuisine. J'ai bien demandé si elle va faire la cuisine parce que le salaire dépend de ce qu'elle viendra faire. Maintenant, elle fait toutes les tâches. Je travaillais aussi pour sa boutique. Je partais dans ses boutiques, aller nettoyer ses boutiques. C'est moi qui faisais les commandes des clients parce qu'il a des boutiques pour vendre des extensions, coller les cheveux aux clients. C'était devenu mon travail. Je travaillais à la fois à la maison, à la fois dans son lieu de service à lui. Je faisais tout. J'étais devenue la bonne à tout faire. Pour un ménagère, je faisais le travail je travaillais pour au moins 5 activités. S'il fallait qu'on me paye toutes ces activités, je serais riche aujourd'hui. Pour $200, tu me fais tout faire. Ah, le monsieur du bureau qui se défend aussi dit, mais moi, je ne vous ai pas vendu une esclave. C'est pas ce que ça dit. Je lui dis, ils ont dit que dans leur contrat, c'est pas écrit que j'ai droit au jour de repos. Il dit, mais monsieur, c'est bien écrit dans votre contrat qu'elle a droit au jour de repos. Donc, de ce côté-là, je sais pas si je peux dire béni par les dieux. Mon bureau, contrairement aux autres, a pris ma défense. OK? Et il a dit, monsieur, vous allez lui donner son jour de repos. Vous allez augmenter le salaire. Parce que j'ai posé toutes les questions quand vous êtes venu me demander que vous voulez une ménagère. Je vous ai dit avec les salaires à l'appui. Si c'est seulement ménagère, c'est ce montant. Si elle doit faire la cuisine et autre chose, c'est ce montant. Vous avez dit qu'elle est seulement ménagère. Mais si elle se retrouve en train de faire tout ça, vous augmentez le salaire. Je n'ai pas vendu une esclave. Mais on est tombé d'accord et tout, on est rentré. Et puis, 2 semaines après, le même scénario a recommencé. Ça n'a pas changé grand-chose. Le fait que je sois allée me plaindre et le fait que le bureau ait dit que non, vous devez, c'est pas une esclave et tout, ça n'a pas changé dans grand-chose. 2 semaines après, le même scénario a recommencé. À me faire tout, à vouloir que je fasse tout et n'importe quoi, à m'empêcher d'avoir un jour de repos, ainsi de suite. J'ai dit, mais non, c'est pas à moi que vous faites ça. Alors, un jour, je me suis décidée. J'ai emballé mes affaires. Je les ai appelés. J'ai dit, payez mon billet d'avion. Moi, je rentre. Je ne suis pas venue ici. Je ne suis pas une esclave. J'ai des enfants. Je dois parler avec mes enfants. Je n'ai pas droit au téléphone. Je n'ai pas droit de sortir. Je n'ai pas droit de jour de repos. Je dois travailler H24. Je suis désolée. Et même quand je suis tombée malade, ils n'ont pas voulu me soigner. Donc, ils n'ont même pas payé l'assurance maladie. Pour excès de travail, ils n'ont pas voulu me soigner. J'ai dit, mais à quoi ça sert? On veut encore prendre dans mon salaire pour me soigner, alors que si je suis malade, c'est parce que je travaille plus qu'un animal. J'ai dit, mais non, je suis désolée. C'est donc comme ça que le monsieur dit, OK, mets tes bagages, je t'accompagne à l'aéroport. Je fais mes bagages, je mets dans sa voiture. Dès que j'ai mis mes valises dans sa voiture, il a bloqué sa voiture. Il a dit, fais maintenant ce que tu veux. Je me retrouve, j'ai plus d'habits, il a tout bloqué et il dit, il ne m'accompagne pas, il ne me paye pas le billet d'avion. Je me retrouve comme ça. C'est là où je dis, ah,
puisque je connaissais déjà le bureau, j'étais déjà allée me plaindre, alors j'ai repris la même route. Je suis retournée au bureau, j'ai dit au monsieur, bah voilà, vous leur avez demandé de respecter le contrat, ils ne l'ont pas fait. Alors moi, j'ai décidé de rentrer. Je lui ai dit qu'il me paye mon billet d'avion, je rentre. Il m'a dit, OK. J'ai mis mes affaires dans sa voiture à sa demande et puis il a bloqué. Il a dit que je fasse ce que je veux. Il ne m'accompagne pas, il ne paye pas mon billet d'avion, il ne fait rien. Maintenant, le monsieur du bureau qui dit, c'est pas mon problème, c'est pas à moi de payer ton billet d'avion, c'est lui. Allez résoudre vos problèmes. On doit aller résoudre nos problèmes. Du coup, je me retrouve, j'ai plus rien. Même les habits, j'avais plus. C'est comme ça que je décide aussi qu'ok, moi, je ne retourne plus dans cette maison. Je ne suis pas un habit prêt. Ma vie est plus importante que le matériel. Alors, j'ai tout laissé. Comme il avait tout bloqué, même mes photos de mes enfants que j'étais venue avec, tout est resté. Alors, Winnie, je veux juste donner un peu de contexte aux gens. Donc, le système de kafala, ce que tu as décrit depuis le début, c'est un système d'esclavage moderne. Il n'y a pas d'autre mot pour ce que tu as subi. Moi, je vais donner quelques éléments donc de contexte. Je connais, notamment grâce à toi, mais pas que grâce à toi, je connais beaucoup de femmes africaines qui vivent à Beyrouth et qui sont venues à Beyrouth par le système de kafala. Et toutes m'ont raconté la même histoire. C'est-à-dire que dès qu'elles sortent dans la rue, dès qu'elles prennent un taxi commun, comme on le fait assez régulièrement, notamment au Liban et dans une grande partie du monde, les taxis, c'est des sortes de minibus où on prend plein de gens qui vont à des endroits différents. Et elles m'ont raconté, nombre d'entre elles, comment elles se font agresser sexuellement de manière quasiment quotidienne. Ouais, et c'est normal. Ah ouais, pour ça, c'est… Déjà, depuis, j'ai adopté de ne plus m'asseoir à côté du chauffeur, la place à côté du chauffeur. Je m'assois derrière. Parce que quand tu t'assois devant, si le taxi est vide, par exemple, ou ici, il y a une personne derrière, tu t'assois à côté du chauffeur, ils ont cette maladie, je ne sais plus comment décrire ça, de commencer à te toucher. Tu ne me connais ni d'Adam ni d'Ève. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je stoppe un taxi, je donne ma destination, tu dis oui. Avec le montant, j'entre. Première action, première réaction du chauffeur, c'est de commencer à te toucher. Il te touche et il se touche en même temps. Il touche ses parties génitales. Mais attends, c'est quoi ton problème? Oh, vous êtes chaudes, vous les Africaines. Tu ne me connais ni d'Adam ni d'Ève. D'où te vient le courage de commencer à me tripoter? Et quand tu refuses le tripotement, les problèmes commencent. Premièrement, il augmente le tarif. Deuxièmement, il commence à t'insulter. Ou alors, il te fait descendre. Si tu es trop violente, que tu te bats vraiment avec énergie pour défendre ton corps, il te dépose n'importe où, tant que tu n'arrives à destination. D'autres même ont tendance à bagarrer. Moi, particulièrement, j'ai bagarré avec un dans le taxi. Je lui donne ma destination et le montant, il dit OK. J'avais fait l'erreur, je me suis assise devant. Il y avait une femme derrière. Il a déposé la femme. Nous sommes restés deux. Dès que la femme libanaise est descendue, il a commencé à me tripoter. Quand je me fâche que, mais pourquoi tu me touches et tout, il dit de toutes les façons, tu vas faire quoi? Tu es dans ma voiture? Non, mais on a commencé à bagarrer dans la voiture. Il a commencé à rouler, c'était violent. J'ai dit, je préfère qu'on fasse un accident que de qu'un malade mental comme toi me touche. Tu t'es regardé? Tu te prends pour qui? Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Les jeunes comme les vieux font la même chose. Pour nous, les Africains, nous sommes devenus une chose sexuelle qu'on peut disposer comme on veut, sans ton consentement, sans aucun respect de ta personne, déjà qu'ils ne nous considèrent pas comme des personnes. Pour eux, nous sommes des choses, des objets à utiliser à leur guise. Donc, ça, c'est commun, c'est presque normal chez eux, ça c'est de la folie, quoi. Mais là, on va dans les contrats.
L'homme de la maison commence à te toucher. Tu lui dis que, mais c'est comment? Il commence à te menacer. Tu n'as pas le droit de refuser ton corps. Tu n'as pas on t'empêche de dire non à un rapport sexuel. Si tu dis non, il te menace. Il y en a même qui vont jusqu'à menacer avec une arme. Si tu refuses, je t'abats. Personne ne va rien faire. Tu vas disparaître, personne ne saura. Donc, tu parles... J'ai vécu ça avec aussi, j'ai loué une chambre quand je suis sortie. Ouais. J'ai loué une chambre. Le monsieur, il a l'habitude d'abuser toutes les Africaines qui louent dans son immeuble, ok? Et tu payes le loyer et si je peux dire le mot coucher, je ne sais pas si c'est permis, il abuse de toi. Et moi, je suis rebelle, ça c'est clair. Depuis le ventre de ma mère, moi, je suis née rebelle. Et il a commencé à me faire des avances, oh, t'es jolie, machin, je veux t'amener à la montagne, j'ai une jolie maison là-bas, tu me plais, tac, tac, tac. Je lui dis, non, monsieur, je suis désolée, je ne veux pas avoir une relation avec vous. Il m'a tellement invité que, et à chaque fois, je disais toujours non, qu'un jour, le monsieur s'est décidé. Il est venu dans ma chambre. Il a dit qu'il m'amenait de gré ou de force à la montagne. Il a une villa à la montagne. Et à moi de dire non. Non, mais il m'a tabassé avec les balais. Les balais qu'on balaie, les raclettes là, qu'on nettoie le sol avec. Il m'a tapé avec parce que j'ai dit non. Et comme je continuais à dire non, malgré la bastonnade, il a fait venir son homme de main et il a sorti une arme. Il a dit, soit tu viens à la montagne avec moi maintenant, soit je te tue. Ou alors, tu sors de ma maison. Et je venais de payer le loyer à peine une semaine. Et c'est là que je lui dis, si je sors de la maison, tu me rembourses mon loyer. Il dit, je ne rembourse pas. Je te tue et personne ne me fera rien. Il a sorti une arme sur moi. Et c'est son homme de main, qui est un Égyptien, qui m'a dit, ma sœur, il vaut mieux que tu quittes la maison. Pour ta propre sécurité, il a eu pitié de moi. Il m'a dit, tu dois quitter. Mais le Libanais, il n'avait rien à cirer. Rien. Il m'a fait sortir. Je suis sortie en catastrophe. Jetais mes choses dans la rue, simplement parce que j'ai refusé de coucher avec lui. Alors, ça a attiré l'attention des gens. D'autres Africaines qui m'ont accosté pour me demander ce qui se passait. Je leur ai expliqué. Il y a une qui a commencé à pleurer. Et elle m'a dit, tu as très bien fait de ne pas aller à la montagne. Parce que ce qui se passe à la montagne, moi, j'ai été victime. Ce monsieur que tu vois m'a amené à la montagne, mais je ne peux pas me plaindre. Je vais aller chez qui va me croire et qui va prendre ma défense. À la montagne, il s'arrange avec des policiers. Ils vont là-bas pour faire une partie avec ses amis policiers. Tu vas aller te plaindre chez qui, en fait? Si déjà les gens de loi sont complices, où est ton refuge? C'est comme ça que je me retrouve dans la rue ayant payé mon loyer, ayant été bastonnée. J'avais des bleus partout. Bon, maintenant, je suis un peu costaud, j'ai pris du poids. Avant, j'étais vraiment svelte. J'avais quelque chose comme 60 kilos. J'étais vraiment mince. Imaginez. Donc, au côté des abus sexuels, c'est trop. C'est vraiment trop. C'est tellement que, même quand tu vas dire à une femme que ton mari veut de moi, il me harcèle, elle va préférer faire en sorte que ce soit toi qui sois bastonné. Ou alors, elle va inventer un mensonge sur toi, elle va dire que tu as volé, on te fait enfermer. Tu n'as pas le droit de lui dire que ton mari me harcèle. C'est encore mieux pour toi de te taire. Chez eux, ils n'acceptent pas ça. Ils n'acceptent pas que tu viennes lui dire que madame, ton mari me harcèle ou encore que ton fils me harcèle. Ils ne l'acceptent pas. Alors, ce sera toi la victime. On va te faire enfermer en inventant un mensonge quelconque sur toi. Et c'est fini, ça en est terminé de toi. Hein? Donc, il y a 3 choses que je voudrais te demander. Je sais que ton temps est limité parce que tu dois aller travailler, mais il y a 3 choses que je voudrais savoir. La première, c'est
où as-tu atterri aujourd'hui? Quelles sont tes conditions de vie actuelles? Ben, aujourd'hui, je travaille avec une famille à Achafie précisément. Ce sont des C'est Libanais un quartier de vivants. Beyrouth. Oui, ce sont des Libanais qui ont beaucoup côtoyé l'extérieur. Donc, la mentalité n'est pas la même. Ils sont plus ouverts d'esprit. Ils ne sont pas trop conservateurs des lois de domination. Ils ne sont pas dans le rapport esclave à maître. Déjà, quand j'ai fait mon entretien d'embauche, moi, j'ai été très claire. Je n'aime pas le manque de respect. Travailler 100 jours de repos et toutes ces choses-là. Nous avons été clairs. Elle m'a dit non. Je sais comment on vous traite. Essaye. Si tu vois que ça marche, ok. Si tu vois que tu ne peux pas nous supporter, mais je sais que nous, on fait les efforts de ne pas être comme nos frères. Donc, j'ai essayé et ça marche. Je suis à 3 ans aujourd'hui. Il y a du respect. Déjà, mon repos commence le vendredi. J'ai tout mon week-end. Ça, il faut le dire. Donc, c'est une famille exceptionnelle. On me surcharge pas avec fais ci, fais ça. On n'augmente pas les choses qui n'étaient pas prévues. Quand même, il y a une tâche qui ne me revient pas et qu'on me demande de l'effectuer, si j'accepte, on me paye pour cette tâche supplémentaire. OK? Si j'accepte, si je n'accepte pas, je ne la fais pas. Parce que j'ai posé mes conditions dès le départ, puisque je suis déjà de la vieille école. Je suis assez rebelle. Je sais précisément ce que je veux. Donc, ça marche ici. Mais où je suis venue, c'était laid. Je Ça va comprends. ici, ça va. Je sais que... Mais c'est une famille sur 1000, hein. Faut le préciser, c'est une famille sur 1000 qui se comporte comme ça. Oui, et puis c'est une Camerounaise sur 1000 qui a ton courage et ta fierté. Parce que exactement. C'est très. Enfin, d'ailleurs, je veux pas réduire. Pardon, c'était très maladroit de ma part. Je veux pas du tout réduire le courage et la résilience de tes sœurs, de nos sœurs camerounaises ou d'ailleurs. Mais je voulais dire que ça prend énormément de force de se rebeller comme tu l'as fait. La plupart des gens, peut-être moi le premier, n'aurions pas ce courage, n'aurions pas cette force. Voilà la vérité. Donc, tu parlais tout à l'heure du fait que c'est un secret. Pardon? Beaucoup n'ont pas ce courage parce que le système kafala t'empêche même d'avoir le courage. C'est fait de manière à ce que tu n'aies même pas la force de vouloir te défendre. Toutes les portes te sont fermées. Et en plus, le secret de Polichinelle dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on ne parle pas du système kafala, on fait comme si ça n'existait pas. Mais moi, j'ai été très frappé ce mot, on ne le prononce pas. J'ai été très frappé quand je suis venu à Beyrouth et que j'ai pris des logements une ou deux fois, j'ai pris sur Airbnb. Et j'ai trouvé derrière la cuisine, dans les appartements que j'ai loués, une petite pièce. Et au début, je pensais que c'était la pièce pour la machine à laver, pour le pressing. Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte, parce que c'était une pièce très exiguë, minuscule. Et juste à côté, tout d'un coup, j'ai vu, il y a des toilettes. Et avec les toilettes, il y avait au-dessus des toilettes un pommeau de douche. Et là, j'ai compris, en fait, c'est pas un pressing, c'est pas une penderie. C'est la pièce pour c'est la pièce pour l'esclave. Pour l'esclave, c'est le mot exact. Et donc, ici, c'est traditionnel. Hein? Ils ont ça dans la peau. Même s'ils sont riches, la pièce de l'esclave est toujours
Parfois même, tu n'as pas de pièces à toi, comme ce qui était dans mon cas. Je n'avais même pas de pièces réservées pour moi. Je dormais Bah, la sous pièce, la salle à manger. ouais. Et Et quand la on veut pièce, même bien t'accorder une pièce, elle est si minuscule que tu ne peux même pas te retourner. Quand tu dors, c'est une position jusqu'à ce que tu te réveilles. Tu n'as pas la possibilité de te retourner. Et tu dors sans parler généralement même, avec tout le matériel de travail, les ustensiles, les détergents. C'est là-bas que tu dors, dans le débarras ouais, en ouais, fait. ouais, c'est le débarras. Et Ouais, donc, tu moi, te partages le... ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que ça fait partie de l'architecture. C'est-à-dire que Ah, exactement. c'est pas quelque C'est chose qui réfléchi est de tombé cette là par façon. hasard. C'est dans l'immeuble. Voilà. C'est dans l'immeuble et c'est dans l'architecture, c'est dans le plan de chaque maison. La pièce de l'esclave moderne, c'est toujours dans le débarras mélangé avec les détergents, les habits sales, les machines à laver. C'est dans le plan de chaque pièce, de chaque appartement dans un immeuble. C'est pour que vous compreniez Winnie, à quel point le système kafala est profond. Ce n'est écrit nulle part, mais ça se vit au ça se quotidien. vit. C'est tellement vivant et tellement présent que ils sont d'une hypocrisie incroyable. Ça ne, s'il faut porter plainte sur aucun texte de loi, tu ne vas trouver ça. Donc, tu n'as pas moyen même de porter plainte. Vous comprenez un peu à quel point c'est très Et bien comme, structuré. Ça reste et dans les comme, mémoires, mais ce n'est pas écrit sur du papier. et pourtant, comme Et tu ça l'as se dit, transmet c'est de dans génération en génération. et comme tu l'as dit, c'est pourtant dans les plans des immeubles eux-mêmes. Oui, Les douaniers à l'aéroport font partie du système. exactement. Donc, en fait, le système est entièrement verrouillé. Alors, j'ai une question pour toi, Winnie. Tu as parlé tout à l'heure de tes enfants. Ça fait combien de temps que tu n'as pas serré tes enfants dans tes bras? Quel âge 10 ans. ont-ils? 13 et bientôt 15. Ça fait 10 ans que tu n'as pas serré tes enfants dans tes bras. 10 bonnes années. Ouais, ça Tu fait penses que mal. tu, tu penses que tu vas rentrer quand? Quand je pourrais. Parce que rentrer aussi n'est pas facile. Il y a trop de petits problèmes. Je prends l'exemple. Moi, OK, quand j'ai décidé que je ne travaille plus dans la maison des gens qui m'ont fait venir, il y a une plainte qu'on dépose contre toi. Ils ont un problème. Tu ne quittes pas le Liban sans faire la prison. Même si tu as du simple fait que tu dises non, je refuse de continuer à être maltraité ou je refuse d'être une esclave, tu sors de la maison, tu ne veux plus travailler avec ces gens, il y a une plainte qu'on dépose. Donc, tu n'as même pas le droit de dire non, je refuse ce mauvais traitement. On dépose la plainte. Le jour que tu veux rentrer, même si ce n'est pas tes propres moyens que tu payes ton billet d'avion, la plainte te rattrape et tu fais d'abord la prison. Vous comprenez? La plainte te rattrape. Même si tu n'as rien fait, juste le fait de dire non, je refuse d'être une esclave. Bon, moi maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Avec cette famille, comme je vous ai dit, nous sommes dans le processus de ma légalisation, ce qui fait en sorte que je pourrais bientôt rentrer sans avoir à faire la prison. Parce que ça, c'est un couloir que je voulais éviter. J'ai rien fait de mal. Pourquoi est-ce que je dois faire d'abord la prison? Donc, ça a été une façon que j'ai essayé de contourner le système qui est, Dieu merci, en train de marcher. Je vais bientôt, Inch'Allah, être légale. Je pourrais prendre mon billet d'avion normalement comme une personne normale. Vous voyez? Donc, il y a eu des négociations entre les nouveaux et les anciens pour qu'ils libèrent mon passeport. On a dû payer pour qu'ils libèrent mon passeport. Vous comprenez? Pour qu'on puisse me refaire les papiers. Parce qu'ils ont confisqué mon passeport. Il n'y a que récemment que je l'ai vu, quand il a fallu que l'ancien patron et le nouveau patron se croisent, que j'ai revu mon passeport après plus de 7 ans, que j'ai pu mis l'œil sur mon passeport. Je ne sais pas si vous voyez.
Donc, c'est pas évident. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, c'est sur le point de se faire que je puisse revoir mes enfants. Et voilà. Donc, ouais, Winnie, c'est Winnie, pas évident. Le système je, CAFALA est très bien structuré. Même si tu vas porter plainte, il n'y a aucun test de loi qui prouve que ça existe. Et encore même, si tu veux même aller et porter plainte, quand tu es illégal, tu n'as même pas le droit de porter plainte. Et quand maintenant tu es légal, par exemple, tu es dans un contrat, on t'a fait les papiers, tu n'as pas raison devant ton employeur. C'est pas possible. Et de deux, tu ne réponds pas par ton nom. Maintenant, tu réponds, tu es identifié au nom de ton patron. À toi-même, ton nom n'existe plus. C'est d'abord ça même le système CAFALA. Tu es sous couvert quelqu'un. C'est pour cela qu'on prend d'abord ton passeport. Tu ne réponds plus par qui tu es. Tu réponds maintenant à travers son nom à lui. Tu existes à travers lui. Tu ne vis plus pour toi, tu vis pour lui. Vous voyez à quel point c'est profond? On ne va plus m'appeler moi Winnie. Je m'appelle Asome Winnie. On ne va pas m'appeler Asome Winnie. On va m'appeler l'employé de. Par exemple, Ellie. Ou l'employé de. On ne m'appelle plus Winnie. On m'identifie à travers l'identité de quelqu'un d'autre. Ça, c'est Complètement exactement, c'est ridicule. exactement, c'est exactement ce qui se passait aux États-Unis pendant la période de l'esclavage il y a quelques temps. C'était par comment dire, le propriétaire des plantations dans lesquelles travaillaient les esclaves que on se référait à ceci. Donc c'est vraiment dans c'est vraiment exactement le même système. Donc Exactement. beaucoup de gens pensent que ça n'a plus cours. Alors je voudrais finir juste sur une chose, Winnie, c'est que on pourrait penser que le propos ici, c'est de dire les Libanais sont des esclavagistes, point. Ça pourrait être une critique de la société libanaise. Mais ce sur quoi je voudrais attirer l'attention des gens, c'est que ce système, il existe dans le monde entier sous diverses formes qui ne disent pas leur nom et il est le résultat de structures, de rapports de pouvoir, notamment entre les pays riches et les pays pauvres, Les pays pauvres. Mhm. qui permettent à ce type de pratique D'exister, de d'exister. perdurer, oui. Et donc, ça C'est n'est vrai, pas c'est pas que les juste. Libanais. Donc, on va pas dire que c'est seulement les Libanais, c'est partout. Et beaucoup plus dans les pays arabes. Chez eux, c'est une mentalité qu'ils ne veulent pas effacer. Il y a un rapport de force entre les riches et les pauvres. Un rapport de domination. Ils veulent garder ce rapport de maître à esclave. Ils ne veulent pas entendre parler de employé et employeur. Non. Parce que tu n'es même pas une chose. Tu es moins qu'une chose. Avec les expériences et tout ce qu'on a vécu, moi, encore parmi les expériences, en hiver, je dormais par terre. J'ai demandé un tapis pour mettre sous mon matelas parce qu'il fait très froid en hiver. Et la dame qui me dit, mon tapis a coûté $200. Tu ne vaux pas ça. Tu ne vaux pas mon tapis. Alors, elle préfère que je tombe malade de froid parce que son tapis vaut $200 et que je vaux moins que son tapis. Vous voyez un peu ça? À elle de dire, j'ai acheté une bonne d'Afrique pour me servir. Et à moi de lui dire, je ne suis pas à vendre. Vous ne pouvez pas m'acheter. Donc, où je suis venue, c'était violent. La dame était d'une cruauté et elle a aussi croisé une rebelle. J'ai été rebelle jusqu'à la dernière minute. Au point où, quand il a fallu que les anciens et les nouveaux patrons se rencontrent, l'ancien a dit au nouveau, tu ne peux pas la supporter. Elle est très rebelle. Dieu merci,
la dame pour qui je travaille, elle est psychologue. Elle lui a répondu, c'est pas tes oignons. C'est entre elle et moi et on va gérer. Ne te mêle pas. Toi, juste signe et remets-moi ces papiers. Donc, imagine à quel point ils sont toxiques. Ils veulent encore, là où je suis supposée aller mettre un grain de poison pour que ceux-ci puissent essayer de me maltraiter. Vous comprenez? À quel point ces gens sont toxiques? Je suis plus chez toi, mais il ne veut pas me laisser partir en paix. Il faut qu'il mette du poison là où je vais. Et il a aussi croisé une dame de fer sur son chemin. Vous comprenez à quel point? Donc, pour eux, nous sommes des esclaves. Et il faut qu'on le vive comme tel. Déjà, si j'étais avec eux, je n'ai pas le droit de faire ça. Je suis une femme, je veux me rendre belle. Je suis comme toutes les femmes. Je travaille, bien sûr, mais je suis d'abord un être humain avec mes envies, mes désirs et tout ce que ça comporte. Donc, Winnie, j'aimerais avoir dans mon petit doigt, ou plutôt, je vais reprendre, j'aimerais avoir dans l'intégralité de mon corps ce que toi tu as comme courage dans ton petit doigt. Je suis fier, je suis fier, je suis fier d'être ton ami. merci. Tu m'apprends ce que c'est que l'humanité. Tu m'apprends ce que c'est la force et le courage et la dignité humaine. Exact. Et j'espère que tu vas être réunie avec tes enfants très bientôt. Et j'espère que je pourrai modestement, Inch'Allah, participer modestement à cette réunion d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. Et Winnie, je remercie aussi Vianney par le couloir par lequel je t'ai rencontré parce que voilà, même si c'est un peu tendu entre nous, mais elle est la raison de notre rencontre en fait. Donc voilà, il faut c'est toujours vrai, lui moi tirer aussi un peu de chapeau. je suis reconnaissant à la merveilleuse Vianney de Marceau et que je salue au passage. Moi Écoute également. Winnie, merci encore d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qui se passe pour tant de femmes africaines qui essayent de trouver un moyen de subvenir aux besoins de leur famille et de leurs enfants. Et je te salue en te remerciant encore du fond du cœur pour ton partage. Merci. Et si tu as des questions, n'hésite pas, ok? Moi, j'ai pas peur. Parce que beaucoup ont même peur de témoigner, de raconter leur histoire. Moi, je fais pas partie de celle-là. La peur n'existe pas chez moi. On Ça, va faire, no way. je te propose, Winnie, on va faire bientôt un live ensemble pour que les gens puissent te poser les questions en direct. D'accord. Pas de D'accord? souci. Merci encore, Winnie. Au revoir. Bye. Bye bye. Au revoir.